radio, vous trouvez toutes sortes d'émissions. Sur Radio 2M comme ailleurs, chaque émission a sa particularité, sa case, son thème. Excepté une émission. Celle que vous retrouvez une fois par semaine. Celle qui ne rentre dans aucune case. Celle qui fait bande à part. Celle que vous attendez. Ils sont déjà là. Alors si tout le monde est prêt, à la régie comme derrière le micro, l'émission L'Hebdo commence maintenant. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans l'Hebdo, votre magazine d'actualité qui est tout sauf un magazine d'actualité. Ce soir, impossible de passer à côté d'un sujet qui touche tout le royaume, la vague de manifestations qui déferle depuis plusieurs jours dans plusieurs villes. On a décidé cette semaine avec l'équipe de remonter en fait à l'origine du problème, de la colère, notre système de santé. Nous allons répondre à vos questions, aux questions que les Marocains qui sont dans les rues pour manifester, je dis bien pour manifester et non pas pour casser ou vandaliser, se posent. Pourquoi malgré des milliards investis et des réformes annoncées, ressentons peu d'amélioration sur le terrain? Quel blocage parfois absurde, on va le voir, paralyse des hôpitaux neufs. Quelles erreurs expliquent cette colère? La gouvernance, est-ce vraiment le cœur du problème? Pour répondre à toutes ces questions, une fois n'est pas coutume, notre invité est en ligne avec nous depuis la Alayesh. Il est avec nous, on va le retrouver dans un instant, Dr Taïeb Hamdi, chercheur et analyste en politique et système de santé. Il est aussi vice-président de la Fédération nationale de la santé. Il connaît le système de l'intérieur et pourra nous expliquer exactement ce qui coince vraiment et comment y remédier, mais aussi le chemin aussi parcouru, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on revient aussi très loin. Et bien sûr, la team est là, fidèle au poste. Amine avec son édito sport, Safia et ses histoires insolites, et Rimel avec son info inutile. Bonjour et un petit teaser. Bonjour Salima, c'est un plaisir de te retrouver aussi ce soir. Mais ravi également. Petit teaser les amis autour de vos chroniques, on a hâte de savoir ce que vous nous avez préparé. Alors dans ma chronique, je vous jure c'est vrai, je vous expliquerai pourquoi le temps semble s'accélérer quand on vieillit. Entre perception cérébrale, habitude et mécanique du souvenir, vous allez voir que c'est pas juste une impression, c'est presque scientifique. Et que Amine qui rigole. Parce que, oui, exactement, parce qu'elle a raison. J'ai l'impression que le temps passe beaucoup plus vite maintenant qu'il ne le passait il y a 20 ans. Eh ben, Amine, les U20, ils voient encore le temps passer plus lentement que nous, du coup. Oui. Tu vas nous en parler joli, des U20. Exactement, Joli, très joli. très joli. Bravo. Et ouais, on va parler de la Coupe du Monde des U20 qui se déroule au Chili et où nous brillons. Et toi, Safia? Et moi, je me suis fait avoir par une fake news. Ah oui, voilà, tu t'es tellement perdu sur les réseaux sociaux. Allez, vous connaissez les grandes lignes, jingle, l'hebdo, c'est parti. Installez-vous, c'est parti pour une heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'Hebdo sur Radio 2M. Et donc dans l'hebdo cette semaine, on s'est dit que nous on vous cache rien, on en a longuement discuté avec la directrice d'antenne. Oui. On s'est dit que le sujet était trop important et que plutôt que de passer à côté, eh bien on allait recevoir notre invité par téléphone plutôt que de l'avoir en présentiel. Taïeb Hamdi, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Votre éclairage est essentiel. Une première question. Depuis samedi, donc, le pays est secoué par des manifestations. Les slogans sont clairs. Nous ne voulons pas de Coupe du Monde. La santé est prioritaire. Vous qui analysez depuis des années les politiques de santé, est-ce que cette colère, elle vous surprend ou est-ce qu'elle était prévisible selon vous? Je pense, personnellement, ça ne me surprend pas. Et je pense que ce qui se passe ne surprend personne au Maroc. On le sait depuis des années que le système de santé, que l'éducation, il y a des problèmes, que l'hôpital public est malade. Et d'ailleurs, je peux vous donner 2 chiffres pour montrer que l'hôpital public est malade depuis des années. Et d'ailleurs, depuis 7 ans, il y avait un discours royal, une vision royale, non pas pour réformer le système de santé, mais la refonte profonde du système de santé. Ça veut dire qu'il y avait un diagnostic bien précis, c'est que ça ne marche pas au niveau du système national de santé. Les 2 chiffres. Primo, c'est l'hôpital public avec le service public, avec tous les investissements, avec tout l'argent que ça draine par rapport au privé, ça ne capte que moins de 10% de l'argent de l'assurance maladie obligatoire. Ça veut dire quand on est malade au Maroc, on va vers le privé lucratif ou non lucratif, mais on ne va pas vers l'hôpital public. Et donc, si on ne va pas vers l'hôpital public, c'est qu'il y a des raisons. Le 2e chiffre, c'est à Motadamoun. À Motadamoun, ce sont des Marocains, des indigents, des personnes qui ont des moyens limités, et l'État paye leurs cotisations à l'assurance maladie obligatoire. Et dans l'hôpital public, ils ont des avantages. Ils ne paient pas la différence, ils ne font pas des avances.
Et pourtant, les 2/3 à Motadamon, des assureurs à Motadamon, l'argent des 2/3 va vers le privé et ne va pas vers l'hôpital public. Donc, c'est un hôpital qui souffre et qu'on espère ne va pas continuer à souffrir dans l'avenir avec les grands chantiers qui sont en marche. Alors justement, vous l'avez dit, il y a une vision royale, elle est claire, il y a des grandes réformes qui ont été lancées, des milliards qui ont été investis, des milliards. Pourquoi les Marocains, pourquoi ne ressentons pas ces améliorations sur le terrain? Pourquoi est-ce qu'au cours de ces 5 dernières années, avec cette feuille de route très ambitieuse, on n'a pas davantage confiance dans notre système de santé? Justement, les Marocains ne parlent pas ces améliorations parce qu'il n'y a pas d'amélioration encore sur le terrain. Il y a un cadre juridique qui est mis en place et il faut vraiment féliciter les responsables, le législateur, le Parlement, le gouvernement. Ils ont, en l'espace de 2 ans, un cadre législatif très performant a été mis en place. Sur le côté technique, sur la généralisation de l'AMO, dans les systèmes. Mais sur le terrain, le Marocain ne sent pas encore cette différence, ne sent pas encore cette amélioration, parce qu'effectivement, les chantiers sont en cours. Moi, je ne suis pas en train de dire aux Marocains, il faut attendre que ça... Non, c'est pour dire que le Marocain, aujourd'hui, ne sent pas, quand il ne va pas à l'hôpital public, pour être direct, parce qu'on a dit que moins de 10% de l'argent qui est capté par l'hôpital public. Le Maroc, quand il ne va pas à l'hôpital public, il sait pourquoi il ne va pas à l'hôpital public. Mais ceux qui vont à l'hôpital public ne sentent pas la différence. Pourquoi? Parce que c'est très simple. C'est vrai, parce que la vision royale, ce n'est pas des réformes. C'est une réforme, c'est une révolution. Il n'y a aucun pays au monde qui est passé de 14 millions du tiers de la population qui bénéficie d'une assurance maladie obligatoire à toute la population. Ça, bien sûr, en l'espace de 2 ans. Ça ne s'est jamais produit. Ça veut dire qu'on a été trop ambitieux. Est-ce que cette feuille de route, elle n'était pas réaliste dès le départ, ou qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? La feuille de route, elle a été complète. Elle a été parce qu'il y avait un problème structurel. Ce n'est pas juste un cumul de 50 ans de défaillance, d'échecs et autres. C'est un problème structurel. Donc, il y avait une feuille de route qui traite le problème au niveau du financement par l'assurance maladie obligatoire et sa généralisation, au niveau de l'offre de soins, au niveau de la gouvernance, les groupes sanitaires territoriaux, la digitalisation. Et donc, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque réellement, c'est justement, il y a une lenteur expliquée, inexpliquée, je ne sais pas, une lenteur dans l'exécution de cette vision. Maintenant qu'il y a des manifestations, maintenant qu'il y a des problèmes, maintenant qu'il y a ce qui se passe dans la rue, le gouvernement a promis d'accélérer. C'est ce qu'il fallait faire dès le départ. Moi je l'ai dit il y a 2 ans dans un article, dans un papier que j'avais préparé, que ces grands chantiers sont prometteurs pour le Maroc. Mais le problème, qu'est-ce qu'il y a? Justement, docteur, depuis tout à l'heure, vous parlez de grands chantiers. Quels sont justement concrètement les grands chantiers qui ont été mis sur les rails et qui tardent effectivement à être... à ce qu'ils soient visibles en fait, à ce qu'on en voit les points essentiels. Exactement, mais les grands chantiers dont vous parlez, c'est quoi très précisément? Le premier grand chantier, c'est la généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le problème, on manquait de financement pour notre système de santé. On a des Marocains, on a un hôpital public qui n'était pas bien équipé, qui avait des défauts de pénurie de ressources humaines. On a un privé, on a un cabinet dans le quartier qui reçoit 3, 4, 5, 6 malades par jour, alors qu'autour de lui, il y a une centaine de patients qui ne peuvent pas aller se faire consulter parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire, c'était justement pour rectifier, corriger le problème de financement. Ça, c'est le premier grand chantier. Le deuxième grand chantier, c'est l'amélioration de l'offre de soins. L'offre de soins, on avait un lit hospitalier pour 1000 habitants, ce qui est trop en dessous des besoins. Donc, il y a l'installation des CHU dans les régions, les hôpitaux, la mise à jour des centres de santé. Les centres de proximité, le maillage territorial, etc. Tout ça, on a avancé de ce côté-là. On voit des inaugurations s'enchaîner en cascade. Qu'est-ce qui fait que ça coince? Là, exactement, ce sont
ce sont des centres de santé qui sont en train de se mettre à jour, des hôpitaux qui sont en train d'être soit construits, soit réformés. On a également la digitalisation, c'est très important. C'est très important parce que la digitalisation, ça permet d'améliorer la gouvernance. On a la HAS, la Haute Autorité de Santé, l'Agence du sang, des médicaments, qui ne font plus partie du ministère de la Santé directement. Et donc, ils ont une certaine autonomie. Et ça, c'était un grand problème. Donc, ces grands chantiers, ce sont des chantiers structurels pour la santé. Mais, il y a un mais, c'est qu'au niveau de la population, il va toujours à l'hôpital, il y a un problème. Il va au CHU, il y a un problème. Et on a un problème de pénurie de médecins, de ressources humaines. Donc, il y a des programmes qui ont été lancés, des réformes, des études médicales qui ont été faites. Tout ceci ne peut pas apporter des solutions d'un jour à l'autre. Mais, je le rappelle, moi je l'avais dit il y a 2 ans, le citoyen marocain, il faut rétablir, ça a été soulevé dans la question. Il y a une relation conflictuelle entre le citoyen marocain et son système national de santé. Donc, pour reconquérir cette confiance, et elle est essentielle, parce que maintenant, avec la généralisation de l'AMO, qu'est-ce qu'on a? C'est l'assurance maladie obligatoire qui va financer la santé. Or, l'assurance maladie obligatoire, c'est les cotisations. Une partie de la population, c'est l'État qui paye, les 9,5 millions de Marocains, c'est l'État qui paye, mais les restes, ce sont des cotisations. Si le citoyen marocain n'a pas de confiance dans le système de santé, il ne va pas aller vers l'hôpital public, l'hôpital va s'appauvrir. Il va aller vers le privé. Safia, une question pour vous. D'ailleurs, je vais rester sur le privé. On parle souvent de la privatisation du secteur, que c'était l'un des mots en fait de la santé publique au Maroc. Comme vous l'avez dit, quand on sait que l'assurance maladie rembourse près de 90% des soins, c'est dans le secteur privé, donc juste 10% pour le public. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment la privatisation du secteur? Est-ce que les deux, santé publique, secteur santé privée, peuvent-ils vivre ensemble? Comment vous expliquer un peu tout ça? Les deux secteurs, ils doivent vivre ensemble. Ils peuvent vivre ensemble, ils sont complémentaires. L'hôpital public ne capte pas, il ne capte que les 10%. Ça veut dire que les gens qui ont une assurance, ils ne vont pas vers le public, ils vont vers le privé. Moi, je vais vous dire une chose. Le service public, l'hôpital public, le service public en matière de santé, c'est la locomotive. Il n'y a aucun pays au monde dont le système de santé privé qui est le premier. Les États-Unis, c'est un pays libéral, ultra-libéral. 60% des établissements de santé aux États-Unis, c'est du secteur privé non lucratif. Non lucratif, c'est pas le privé lucratif. Ça, c'est les États-Unis. Aux Pays-Bas, en Angleterre, c'est presque la totalité, c'est le public ou le non lucratif. Ça veut dire que le lucratif, le secteur public lucratif ne peut pas être la locomotive d'un système de santé, quelle que soit l'orientation économique et idéologique des pays. Donc, le fait d'avoir un système, un privé, un secteur de santé privé au Maroc, c'est bien, mais il faut qu'il soit complémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le citoyen doit avoir le choix d'aller se faire soigner dans le public ou dans le privé, qu'il va recevoir les mêmes prestations, la même qualité de prestations, que ce soit dans le public ou que ce soit dans le privé, et que les prix, ils sont plus ou moins similaires, plus ou moins. Ce qui n'est pas du tout le cas actuellement, et malgré les prix effectivement parfois exorbitants en clinique, les Marocains continuent de choisir de se soigner dans le privé. Vous parliez tout à l'heure effectivement du manque criant de médecins, c'est l'un des points noirs. L'OMS recommande un minimum par habitant et nous en sommes loin. Pourquoi, malgré les recrutements annoncés dans le cadre de cette réforme ambitieuse, cette pénurie elle reste dramatique et comment la combler au plus vite? D'abord, on ne formait pas assez de médecins par rapport à nos besoins. Donc, ça, c'est la première cause. Deuxièmement, après, on a le problème d'immigration des médecins. On a au Maroc moins de 30 000 médecins marocains qui exercent au Maroc et on a plus de 14 000 médecins marocains qui sont installés à l'étranger. Ça veut dire qu'on a au Maroc le 50% des médecins dans le privé, 50% dans le public, mais on a une entité qui est à l'étranger. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est l'immigration. Et malheureusement, c'est maintenant qu'on forme plus de médecins, on en perd encore plus. Au Maroc, aujourd'hui, on a une moyenne de 2 médecins qui quittent au Maroc par jour. Chaque jour, on a
de médecins qui quittent le Maroc. De médecins Et qui donc, sont formés chez nous, on est bien d'accord, et qui Oui, partent. oui, Donc oui, la des- fuite des des médecins, blouses cerveau. blanches. Ouais, enfin là, des blouses Exactement. blanches pour le coup. c'est le tiers des médecins qu'on forme chaque année. On les perd chaque année, faute. Mais docteur, pas d'éducation. seulement les médecins, je pense aussi qu'on perd beaucoup de métiers de la médecine, justement, autour de la médecine. Bon, Médecins, Médical. infirmiers et compagnie. Paramédical. Exactement. On a d'autres métiers. Malheureusement, on a des pays qui sont en train de recruter, même ici au Maroc, qui sont installés avec des centres, des agences et autres, qui sont en train de former et recruter. Bien sûr, c'est une problématique planétaire. C'est vrai, il y a un flux de médecins du sud vers le nord parce qu'il y a plus d'attractivité dans le nord. Le mot Il y a attractivité, moins de- il est important, docteur. Le ministre l'a prononcé devant la Chambre des députés, devant la commission spéciale. Il a dit « Nous ne sommes pas attractifs, nous ne sommes pas effectivement le Maroc. Qu'est-ce qu'on doit faire pour garder les médecins qu'on forme chez nous ici et pour éventuellement recruter des médecins étrangers comme c'était prévu dans le cadre de la grande réforme ?» Je pense là-dessus, il y a une grande incompréhension. Quand la loi en 2021 a été amendée pour faciliter l'installation de médecins étrangers et le retour de médecins marocains à l'étranger au Maroc, jamais le but et l'objectif n'a été de recruter en masse. C'est-à-dire quand on a moins de 30 000 médecins au Maroc et le besoin, on a besoin de 34 000 autres médecins. On a besoin de plus qu'on a actuellement. Ça, c'est pour être juste dans les normes de l'OMS. Les normes de l'OMS, c'est pas la vraie médicalisation. En France, ils sont 5 fois plus que les normes de l'OMS, 5 fois plus, et pourtant, il y a des déserts médicaux. Donc, pour être aux normes, on a encore besoin d'un nombre de médecins supérieur à ce qu'on a. Or, est-ce qu'on peut recruter vraiment des médecins, 30 000 médecins de l'étranger? Pas du tout. Jamais. Pourquoi donc la loi a été amendée? La loi a été amendée, très simple, c'est pour... la loi marocaine a autorisé l'investissement international du capital international dans la santé au Maroc. C'est une bonne chose pour avoir l'expérience internationale. Or, le capital étranger, il te dit, moi, je vais ouvrir un hôpital international au Maroc, un grand investissement. Moi, j'ai besoin que mes médecins, mes chirurgiens de renommée internationale viennent de temps en temps opérer, pratiquer au Maroc. Et vous avez des lois qui sont verrouillées. Donc, les lois ont été déverrouillées pour accompagner. Mais recruter 30 000 médecins, ça ne peut pas être l'objectif. Pourquoi? Parce qu'un médecin en Inde, en Égypte, je ne sais pas, en Afrique, qui va quitter son pays, qui va émigrer, pourquoi il va choisir le Maroc alors qu'il peut aller au Canada, aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne? On n'est pas attractif, on n'est pas compétitif avec les pays du Nord. D'ailleurs, si on pouvait être attractif, on le serait avec nos propres médecins. Ils seraient restés là au Maroc. Donc, le fait de compter sur les médecins étrangers, ça n'a jamais été un objectif pour combler le déficit. Alors quand... Pour Oui. encourager le retour des médecins marocains à l'étranger, peut-être une partie, parce que déjà on a discuté avec beaucoup de médecins étrangers, quand ils sont installés, quand ils ont fait une carrière, ils ont fait une vie familiale et sociale, c'est difficile de le faire revenir définitivement, mais ils peuvent apporter un plus pour le système du système national marocain, de là où ils sont déjà. Alors, quand il y a des médecins, c'est bien, encore faut-il qu'ils soient sérieux. C'est la réalité qu'a décrite le ministre de la Santé. C'était le 23 septembre, donc la semaine dernière, avant même le début des manifestations. Le ministre de la Santé, en quelque sorte, sonnait la fin de la récré. C'est d'ailleurs le titre de nos confrères de Tel Quel, en dénonçant notamment l'absentéisme, les gardes écourtés et un certain laxisme. Qu'est-ce que cela dit de l'état actuel de notre système de santé quand on a un ministre qui évoque ces mots? Oui, d'ailleurs, le ministre, il ne pouvait pas rester les bras croisés alors qu'on a des problèmes qui ont éclaté. Ce serait une carte blanche pour les autres de faire pareille erreur. Il y a un laxisme, c'est vrai, mais il faut prendre ça dans son contexte, structurel. C'est-à-dire qu'au niveau moi je vous donne des chiffres du ministère de la Santé. Un médecin spécialiste au niveau du public fait en moyenne 3 consultations par jour. 3 consultations par jour en moyenne d'un médecin spécialiste. L'État aurait mieux donné de l'argent à ces 3 citoyens par jour que de recruter un médecin spécialiste. Un deuxième chiffre, c'est le rapport du ministère de la Santé. Un chirurgien dans le public, il fait une intervention chirurgicale tous les 3 jours.
Donc, on a des ressources humaines, mais on n'a pas une rentabilité. Ce n'est pas toujours la faute du laxisme, de l'absentéisme. Des fois, on a un chirurgien, il veut aller opérer, mais le bloc, il y a un seul bloc pour 45 chirurgiens. Il y a le scanner, il n'y a pas le technicien. Il y a le scanner, le radiologue, mais il n'y a pas le produit. Il est en panne. Donc, c'est ce qui fait tout ça, cette rentabilité qui est malheureusement, c'est ce qu'on appelle un problème de gouvernance. Ça veut dire que avec les moyens qu'on a, et ils ne sont pas diminués, le Maroc n'est pas diminué de moyens. On a des moyens, on a des hôpitaux, on a du matériel. Le ministre de la Santé, l'ancien ministre de la Santé l'avait déclaré, 80% du matériel médical dans les hôpitaux publics, soit il n'est pas utilisé, soit il est sous-utilisé pour plusieurs raisons. Donc, on a un problème de gouvernance. Avec le peu de moyens qu'on a, financiers, hôpitaux, lits, si je parle de lits, on a un taux d'occupation moyen des lits entre 50 et 60%. Ça veut dire qu'on laisse 50 à 40% des lits vides. Ça veut dire qu'ils ne sont pas bien utilisés. Normalement, on devrait arriver à 80%. Donc, avec les lits qu'on a, avec les médecins, les infirmiers, de l'argent qu'on a, mais... Comment vous expliquez qu'on ait tous les ingrédients, parce que c'est ce que vous nous dites, on a les lits, on a le matériel, on a, on va dire, les médecins de manière très relative. C'est quoi? C'est un manque de coordination? C'est des lourdeurs administratives? C'est quoi? C'est une mauvaise gouvernance. C'est une mauvaise gouvernance. Ça veut dire qu'on nomme un directeur d'hôpital qui n'est pas formé dans le management, primo. Deuxièmement, il y a des comités que normalement doivent exister au niveau des hôpitaux. Ça n'existe pas et personne n'a jamais leur a posé la question pourquoi il n'y a pas de comité de pilotage, pourquoi il n'y a pas de comité technique, pourquoi il n'y a pas de comité d'évaluation, pourquoi il n'y a pas. Personne n'a jamais posé la question à ces responsables puisqu'ils sont censés gérer le jour au jour. Et justement, les grands chantiers, la vision royale, c'était justement de corriger non pas seulement le problème de financement et de l'offre de soins, mais surtout la gouvernance. Et la gouvernance, c'est une machine qui soit tu lui donnes les ingrédients et te donne le maximum, soit tu donnes les ingrédients et tu fais du gaspillage. Or, on faisait du gâchis. Notre système de santé est un gâchis, c'est ce que vous nous dites, par manque, en raison d'un problème de gouvernance. Alors, vous avez parlé de direction, c'est un élément déclencheur, j'aimerais y revenir avec vous, qui a marqué les esprits, la mort de 8 femmes enceintes à l'hôpital d'Agadir, toutes lors d'une césarienne. Comment expliquer qu'en 2025, dans un grand hôpital régional, on puisse encore en arriver là? Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est finalement... Est-ce que ce serait trop caricatural de dire que ces drames sont à l'image de notre système de santé? Je ne l'espère pas pour notre système de santé. Le décès de 8 femmes, je ne peux pas spéculer sur les raisons. On n'a pas toutes les informations en notre possession, donc on reste très prudent. Mais c'est un drame. Et d'ailleurs, c'est un drame. Il ne suffit pas de prendre des décisions, je ne sais pas, punitives. Il faut faire une enquête administrative, mais également il faut faire une enquête judiciaire. Je ne sais pas. Comment ça se fait que c'est la vie de 8 femmes quand même? Ce sont 8 mamans, 8 mères de famille. Et là, vous comprenez la colère des jeunes? Oui, parfaitement. Non seulement la colère, moi je vais vous dire une chose. La colère des jeunes, ce n'est pas seulement le décès de 8 femmes. C'est l'élément déclencheur un peu. Exactement, mais pourquoi les Marocains maintenant, en 2025, ils cherchent à défendre l'hôpital public et le service public et ils cherchent à avoir un hôpital? Pourquoi ils ont délaissé l'hôpital public pendant des années et maintenant ils reviennent? C'est très simple, parce que les gens diminuent, les pauvres, ils étaient mal soignés depuis toujours et c'est une classe qui est silencieuse. Maintenant, la classe moyenne marocaine, il y avait des problèmes au niveau de l'hôpital, il y avait des problèmes en enseignement, donc qu'est-ce qu'on faisait? On prenait nos enfants vers les écoles privées et on se faisait soigner dans le privé. Maintenant, après tout ce qu'il y a comme inflation, comme pouvoir d'achat, comme des prix, des prises en charge qui sont chères, même dans le privé, par exemple au niveau de la santé. Au niveau de la santé, quelqu'un qui est assuré, il a son assurance, il paye chaque mois, pourtant il doit payer de sa poche plus de 50% des soins. Donc cette classe moyenne
Maintenant, malheureusement, il n'a plus les moyens pour aller vers le privé, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le public. Et donc, maintenant, les gens ils se disent, mais pourquoi on va aller vers le privé? Malgré nous, on n'a pas les moyens. Les gens, il y a des gens qui perdent leur entreprise parce qu'ils dépensent ça pour la santé. Il y a des gens qui foncent dans la pauvreté à cause des problèmes de santé. Il faut savoir que 10% des Marocains qui foncent vers la pauvreté chaque année, c'est à cause d'un problème de santé. Donc les gens maintenant, ils se disent, mais pourquoi pourquoi aujourd'hui? Parce qu'ils disent, il y a une vision royale depuis 4-5 ans. Pourquoi on n'en profite pas? Pourquoi les responsables, ils font d'autres choses magnifiques, alors qu'on a une vision royale sur la santé et on ne parle pas encore grand-chose. Deuxièmement, ils savent pertinemment que le Maroc, quand il veut, il peut. D'ailleurs, en matière de santé, permettez-moi de le rappeler, pendant la Covid-19, avec l'intervention royale, il y avait plus d'argent pour l'hôpital public. On avait des lits de réanimation dans des conditions internationales très, 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 très difficiles. Le Maroc est allé chercher des lits de réanimation en Amérique latine et partout dans le monde. Donc, et aussi, parce qu'il y avait du sérieux. On pouvait pas se faire vacciner parce que moi, je sais pas, maire d'une ville ou gouverneur, je pouvais pas me faire vacciner avant les autres personnes parce qu'il y avait... Donc, dans l'hôpital public, il y avait un problème de repas, d'alimentation et autres, ça a été réglé. Donc, quand le Maroc a décidé, quand il a voulu le Maroc à avoir une bonne gestion d'une pandémie, il a réussi et nous étions le 6e pays au monde qui a réussi sa vaccination pendant les premières semaines. Donc, quand on veut, on peut. Maintenant, je vous laisse le soin de savoir, est-ce qu'on veut pas, on peut pas. On avait tous les moyens en fait pour établir la confiance entre les Marocains et le système de santé, mais il n'y a pas eu cette continuité après le Covid, c'est ce que vous dites? Exactement. Il n'y a pas de parce que dans une crise, bien sûr, il y a une gestion qui est quotidienne, bien sûr. Il y avait des résultats qu'il fallait. Maintenant que les responsables, quel que soit, moi je reproche rien à personne, mais les responsables là où ils sont en train d'exécuter une feuille de route, mais à leur manière. Justement, docteur, en parlant de feuille de route et d'exécuter des programmes, aujourd'hui en tant que vice-président de la Fédération nationale de la santé, donc un vrai connaisseur de la santé fil Maghreb, concrètement nous sommes face à un problème, nous sommes face à de grosses revendications. Si aujourd'hui vous deviez désigner 2 ou 3 chantiers à accélérer très vite pour répondre aux attentes, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dès demain? C'est-à-dire sur quoi il faut se pencher très très vite sur le court terme, effectivement, pour faire en sorte que ça aille mieux et que les gens soient satisfaits en fait. Mis à part la gouvernance. Alors moi, 3 chantiers. D'abord, il faut que l'État s'investisse dans l'hôpital public. Il ne faut pas que l'État attende qu'on a une assurance maladie obligatoire. Docteur, concrètement, d'accord, s'investir dans l'hôpital public, c'est énorme comme vision. Mais concrètement, dès demain, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre de l'argent dans les hôpitaux publics. Okay. Les équiper, améliorer le service dès demain. Il faut mettre de l'argent. Il ne faut pas attendre. Alors pour améliorer les services, ça veut dire aussi mettre plus de moyens humains. Est-ce que nous disposons de ces moyens humains? Là, exactement. On n'a pas de moyens humains aujourd'hui pour mettre, mais il faut valoriser ce qu'on a. Et il faut motiver ce qu'on a. Il faut motiver ce qu'on a. On peut pas motiver les gens avec des salaires. Je suis désolé, mais des salaires. Donc ce que vous voulez dire en numéro 1, c'est augmenter les salaires, les rétributions en fait aux gens qui travaillent au hôpital public. Le numéro 1, c'est équiper l'hôpital public, l'équiper correctement et le réformer. Il faut qu'il soit attractif, au moins sur le plan d'équipement, du matériel, des constructions, de propreté, d'alimentation, de repas et autres, de minimum. 2, c'est justement il faut valoriser les ressources humaines. 3, moi je dirais, c'est digitaliser. Parce qu'en digitalisant, on sait où l'argent il part. On sait qu'est-ce qui fait que le ministre n'a pas besoin d'aller à Marrakech pour découvrir que ça ne marche pas.
depuis Rabat, il peut voir que le patient attend 6, 7 heures, 8 heures dans les urgences. Depuis Rabat, il sait qu'il y a des lits qui sont vides à Agadir ou autres qui ne sont pas occupés, ou qu'un malade qui est venu pour une pneumopathie qui doit être traitée, je ne sais pas, 2, 3, 4 jours, il est en train de traîner dans l'hôpital pendant 2 mois. Donc, la digitalisation, ça permet d'améliorer la gouvernance d'une manière On a les moyens très de cette efficace. digitalisation ou au contraire, est-ce qu'on est complètement à la ramasse parce qu'on digitalise partout, mais à l'hôpital, moi, j'ai jamais rien vu de tel. Est-ce qu'on a les moyens? On a les moyens. Il faut de la volonté. Et surtout, on a de la volonté parce que c'est pas tout le monde qui veut la digitalisation. Il y a beaucoup de points, que ce soit humains ou je ne sais pas, ou décideurs ou responsables ou autres, pour qui la digitalisation, ce n'est pas une bonne chose parce que ça va permettre la transparence. Donc il faut une reddition des comptes, clairement en fait. Ouais, certainement, je pense après ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, la première des choses, c'est la reddition des comptes. Mais est-ce qu'on peut capter un peu, donc, parce qu'on dit que le secteur de la santé privée, c'est une grande manne financière, est-ce qu'on peut penser à un calcul ou un moyen finalement de pouvoir un peu capter de cette manne financière pour le secteur public? Par exemple, un impôt, que les médecins soient obligés d'aller faire tant d'heures dans le public, histoire de pouvoir un peu remonter la courbe. L'hôpital public, il ne capte pas assez d'argent. C'est pas parce que le privé, il est très performant. Il ne capte pas, le public ne capte pas d'argent parce que le public, il n'est pas du tout attractif. Ça veut dire que, est-ce que les Marocains, ils sont satisfaits du privé? Pas du tout. On y va par défaut. On y va par défaut. Exactement. Ils sont forcés d'aller vers le privé. Donc, c'est pourquoi j'ai dit il faut valoriser l'hôpital public avec ses équipements, avec sa gouvernance, avec ses ressources humaines. Pourquoi? Parce que l'hôpital public, c'est la locomotive d'un système national de santé. L'hôpital public, il peut créer de la concurrence avec le privé, une concurrence vers la bonne qualité et vers des coûts qui sont raisonnables. Or, quand on a un hôpital public qui est mort ou mourant ou agonisant ou malade, et un secteur privé qui est en train de capter de l'argent, c'est qu'il va continuer à capter de l'argent. Et le privé, c'est des médecins, c'est des hôpitaux, mais le privé, c'est un investissement. On pense à rentabiliser. Dans la bourse maintenant, aujourd'hui au Maroc, les performances, c'est le secteur de santé. On ne va pas revenir sur les chiffres. Qu'est-ce qui fait que investir dans la santé, ça fait gagner beaucoup d'argent au Maroc? Pourquoi dans la santé, on ose faire des investissements en long et en large tous les jours? Parce que justement, on sait que l'hôpital public il est malade, on n'a pas de concurrent. Alors, le ministre de la Santé, j'en parlais tout à l'heure, donc Amin Taraoui a présenté les avancées, mais aussi les défis de la réforme du système de santé, donc qui sont au cœur de l'actualité nationale. C'était le 1er octobre. Il a martelé donc devant les députés que le vrai défi de notre système de santé, c'était la gouvernance. On en a parlé en long, en large et en travers. On a entendu aussi l'exemple de l'hôpital de Frère Ben Salah, terminé à 90%, mais inutilisable faute d'électricité, parce que la puissance n'avait pas été bien calculée. Est-ce que ça résume pas en fait les problèmes de notre système de santé et toutes les erreurs qui bloquent? C'est un exemple parmi tant d'autres. C'est le modèle. D'ailleurs, le professeur Ektal, l'ancien ministre de la Santé dans le Parlement, quand il a parlé d'un chiffre de 80% du matériel, ça veut dire quoi? Quand le ministère de la Santé, dans son rapport, dit qu'un médecin, un spécialiste chirurgical, fait une opération tous les 3 jours. C'est pourquoi? Parce que un chirurgien cardiovasculaire à Rabat, dans la capitale, qui ne peut entrer dans le bloc opératoire pour opérer qu'une fois par 15 jours. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que par volonté du professionnel de santé. C'est qu'on a un scanner, on a un radiologue, mais on n'a pas de technicien. On a un scanner, on a un radiologue technicien, mais on n'a pas le produit, on n'a pas de cliché, on a ça, on n'a pas ça. Donc, c'est justement, des fois, on envoie du matériel dans un coin, on envoie un scanner là où il n'y a pas de radiologue. Le radiologue va venir après 4-5 ans, c'est après la fin du contrat d'entretien. Donc, ce sont tous ces problèmes, justement, qui font qu'on fait du gâchis. On fait du gâchis des ressources humaines qu'on ne voit pas.
de ressources humaines, ça veut dire quoi? Gâchis de ressources humaines dans le public, c'est quand un chirurgien fait une intervention tous les 3 jours. C'est du gâchis. Un gâchis du matériel, un gâchis du... Donc tout ça, justement, c'est pourquoi j'ai dit au départ que c'est vrai qu'on manque de choses, mais nous ne sommes pas démunis. On a des moyens quand même. Mais ces moyens, malheureusement, on ne l'utilise pas à bon escient. Et ce qui fait que, au lieu d'avoir, quand on utilise 100 tonnes au lieu d'avoir 100 000 litres du produit on utilise 100 tonnes pour avoir 20 000 litres ou 30 000 litres. Ça veut dire que on est en train, le système de santé devient de plus en plus une machine à gaspiller les efforts. Et des ressources énormes qui se perdent. Oui, qui lui sont allouées par l'État, par l'argent du contribuable. Alors ce ressenti des citoyens, on a parlé tout à l'heure du maillage territorial, les centres de santé qui sont inaugurés en cascade dans les petites régions, dans les petits douars, etc. pour justement favoriser une santé de proximité. En revanche, dans les grandes villes, est-ce que selon vous, ce sentiment, ce ressenti des citoyens, il ne vient pas aussi d'autres exemples concrets? Et là, je pense au Casablanca avec le CHU Ibn Rushd. Pour tous ceux qui y vont, on est d'accord qu'il est facile de croire, d'être convaincu que notre système de santé il est défaillant quand on voit comment fonctionne l'hôpital Ibn Rushd. Mais j'ai aussi un peu envie de dire que Rome ne s'est pas faite en un jour. Comment est-ce qu'on réhabilite un hôpital, un mastodonte comme le CHU Ibn Rushd? Le ministre l'a dit, c'est un CHU qui se trouve au cœur d'une ville. On ne peut pas arrêter les soins, donc on ne peut pas le réhabiliter. Comment on fait quand on a un grand hôpital comme celui-ci pour le remettre à niveau? Il y a l'exemple de Rabat. On a un grand CHU à Vicenne. Où à sa place, il y a un autre à Vicenne qui est en train de sortir des terres. Donc, il sera fonctionnel, je pense, l'année prochaine. Ou fin d'année prochaine, il sera opérationnel. Il n'y a pas de réforme. Il n'y a pas de réforme qu'on ne peut pas faire. Quand on a besoin, quand on voit que la qualité du service ne va pas, quand la quantité n'arrive pas à répondre aux besoins de la population, il faut trouver des solutions. C'est pas aux citoyens de chercher les solutions. C'est pas aux citoyens qui viennent aux urgences d'attendre 8 heures, 10 heures peut-être après que la crise cardiaque ait déjà emporté le patient en disant que on va pas trouver de solution. C'est les CHU. Et d'ailleurs, les CHU maintenant, avec les groupements sanitaires territoriaux, ils ont un rôle encore plus important. Ils seront le chef de file du système de santé au niveau des régions. Donc, que ce soit au niveau des grandes villes, mais que ce soit au niveau du rural ou des petites villes, il faut qu'il y ait une certaine équité d'accès aux soins. Ça n'a aucun sens d'avoir 50% des médecins qui sont installés entre Jdida et Knetra. Ça n'a aucun sens que 75% des professionnels de santé sont répartis sur 3 régions, alors que 25% sont répartis sur les 9 autres régions. Ça n'a aucun sens que même le privé, on a 4 sur 5 lits qui sont répartis dans 5 régions et les 7 autres régions ne bénéficient que d'un seul lit. Donc, la justice territoriale, c'est également un élément, un levier d'équité d'accès aux soins. Et sans un accès aux soins équitable, on peut améliorer la santé des gens qui habitent aux alentours du CHU. Mais ça ne va pas améliorer la santé du Maroc. Et donc, ça ne va pas aider le Maroc à être un pays émergent. Or, aujourd'hui, la santé, ce n'est pas seulement un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel, certes, mais également avec cette vision royale. La santé, c'est un levier pour le développement. C'est-à-dire on ne peut pas avoir un Maroc économiquement développé si on n'a pas un secteur de santé, si le Marocain n'est pas en bonne santé. Donc, on fait ce qu'on veut autour du CHU et améliorer le CHU, et même réussir à améliorer l'offre de soins autour des grandes villes, des grandes métropoles, si on ne prend pas en considération la santé des femmes qui sont dans les montagnes, qui sont à Aiguedeuze, qui sont à, je ne sais pas dans quelle autre région du Maroc, les indicateurs de santé ils vont pas s'améliorer. Docteur Taïb Hamdi, est-ce que vous suivez un peu le football? Oui. Et surtout quand le Maroc y est. Eh ben alors voilà, Amine, il est là sur le plateau avec nous. Jingle, Amine, ça joue. Il n'y a rien, ça joue.
Y a rien, ça joue. Amine, sur le terrain. Alors avant de commencer, j'aimerais que vous écoutiez religieusement ce monsieur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que le foot. On sait aussi aujourd'hui, actuellement, on sait qu'il y a des choses qui sont plus importantes, surtout chez nous. Mais c'est important de donner ce sourire au peuple et leur montrer aussi qu'ensemble, on peut faire des choses. Il est émouvant ce petit garçon. Ce petit garçon, c'est Wahbi quand même. C'est Wahbi. Voilà. Alors lui, c'est Mohamed Wahbi, entraîneur de notre équipe nationale qui dispute actuellement la Coupe du Monde de football U20 au Chili. C'est pas un petit garçon, c'est un monsieur d'un certain âge. Mais je sais, il est émouvant parce qu'il avait les larmes aux yeux pendant qu'il faisait cette déclaration à la sortie de la victoire contre le Brésil. Et Mohamed Wahbi a raison, il a 1000 fois raison. Le foot n'est peut-être que du foot, mais quand on gagne avec la manière en plus, ce sport a ce pouvoir unique de redonner le sourire aux gens, même quand le moral est dans les chaussettes et qu'ils sont au 36e dessous. Parce que c'est un peu le cas en ce moment, il faut le dire, avec ce qui se passe un peu partout dans le pays, en espérant que tout s'arrange très vite, et pour tout le monde surtout. En attendant, pour tenir, il y a Wahbi et Ouli Diacho, des gamins de moins de 20 ans partis à l'abordage des meilleures équipes du monde au Chili, sans que personne les ait vus venir, il faut le dire honnêtement. Comme ça, sans prévenir, notre équipe nationale vient de battre coup sur coup l'Espagne, probablement la meilleure équipe européenne de sa catégorie, héritière d'une grande école de foot. Coup de chance ou... Et terreur des terrains et pas coup de chance du tout. Au Talent. contraire, c'était beaucoup de talent et c'était mérité. Mais elle a battu aussi le Brésil mercredi soir. Plusieurs fois champion du monde des U20 et donc grand patron de sa confédération. Avec ces 2 victoires, donc le Maroc est assuré de finir premier de son groupe et donc de se qualifier pour le tour prochain de la compétition. Alors pour ceux qui n'auraient pas bien entendu ou qui auraient été dérangés dans leur écoute, je répète, le Maroc vient de se qualifier au tour prochain de la Coupe du Monde U20 de football en finissant premier de son groupe après avoir joliment corrigé l'Espagne, donc pas coup de chance, puis le Brésil. À une époque lointaine, cette performance aurait fait sortir les gens dans les rues pour festoyer, mais là non, ils sont manifestement occupés à autre chose. Okay. Donc, pas d'embrassade d'inconnus dans les rues, donc du moins pas pour le foot et cette Coupe du Monde, mais 2 sentiments nouveaux, celui de ne plus avoir à faire des calculs, de moule pisser en sortant la calculatrice au bout de 2 matchs de compétition, ça seuls les initiés comprendront, et mieux encore, nous avons banalisé la victoire, on a fait sauter les barrières des complexes, on a changé de paradigme, on a switché de mindset, et ce qui est beau c'est que c'est propre à cette jeune génération de Marocains, ouvert sur le monde, elle a étendu les domaines des possibles. Nous pouvons aujourd'hui taper l'Espagne et le Brésil en Coupe du Monde des jeunes au Chili, tout comme nous avons tapé la Belgique, l'Espagne et le Portugal en Coupe du Monde au Qatar, puis le Grand Brésil en amical dans la foulée. Ce n'est plus perçu comme un exploit, comme ça aurait pu l'être il y a encore 10 ans, mais une juste récompense de notre talent. Et ça, je peux vous assurer que ça change tout. La nouvelle génération de supporters ne veut plus se contenter de participer, comme le disait l'autre. Voilà. Comme le disait qui alors La de Coubertin, l'essentiel c'est de participer. Elle veut briller et ça met à la fois une Tu es lourd. Non, c'est elle, l'autre. Je sais pas si vous avez réalisé. Oui, l'autre. Ah, l'autre. Alors, Pierre de Coubertin. J'ai rempli le blanc. Bah, j'attendais que vous répondiez, il n'y en a aucune. L'autre. On n'a pas la ref. On aurait dit Galvalet, s'il vous plaît, le chrono. Le chronopasse. Coubertin, bien sûr, effectivement. Donc la nouvelle génération, elle veut briller. Et ça met à la fois donc une pression de fou sur nos joueurs, mais ça les conforte aussi dans leur qualité et leurs possibilités. Et donc ils se lâchent plus, ils ont des avantages et donc ils gagnent plus. C'est pour ça en fait que l'unique option pour Greggy aujourd'hui à la CAN, qu'on organise en décembre prochain, c'est de garder la Coupe du Monde, c'est de garder la CAN, la coupe à la maison. Tout autre résultat serait donc perçu comme un grand échec, parce que c'est vrai, comme l'a dit Mohamed Wahbi cité plus haut, le foot aujourd'hui peut panser des plaies, penser, et guérir un temps les bobos de l'âme, et bien plus encore, notre jeunesse le revendique et l'indice FIFA le confirme. Nous sommes le Maroc, 11e nation footballistique au monde et première africaine. Et ça, c'est un fait, c'est comme ça, personne ne pourra nous l'enlever, n'est-ce pas l'autre? Bravo, merci Amine. Donc une pensée à Mohamed Wahbi. Je disais que c'était un petit garçon parce qu'il est tellement touchant, je le trouve tellement touchant que quand on l'écoute sans la vidéo et qu'on l'a, c'est vrai. On dirait un petit garçon. En fait, il faut le voir. La vidéo là où elle est intéressante, c'est qu'on le voit, il a vraiment les larmes aux yeux parce qu'il savait ce qui se passait chez nous. Ressent, bien sûr. Et cette soirée du mercredi au jeudi, donc il tape le Brésil 2-0. On leur souhaite beaucoup de succès, on espère qu'il va aller très loin. Docteur Taïeb Hamdi, on me regarde en régie. Je dois poser ma dernière question. On sait que c'est difficile à entendre quand un proche est hospitalisé et que les moyens humains manquent, mais il faut aussi regarder le chemin parcouru. Moi, j'ai juste un indicateur. Vous me dites s'il est correct. L'espérance de vie, on est d'accord que c'est un indicateur pour mesurer la qualité de notre système de santé quand même. On est passé quand même de 63 ans en 87 à 76 ans aujourd'hui.
est-ce qu'on revient quand même de très loin? Est-ce que les revendications des jeunes, ok, pas de souci, on est d'accord là-dessus, elles sont réelles, mais il y a quand même du chemin qui a été fait. Exactement. Et personne ne le nie. D'ailleurs, il n'y a pas que l'espérance de vie, la mortalité infantile des enfants, la mortalité maternelle. On a fait des progrès de 70%, 80% et même plus que ça. Il y a plusieurs facteurs. Il y a le système national de santé, mais il y a aussi l'amélioration des revenus des ménages, l'habitat, l'eau potable, tout ça, l'électricité qui est. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que la santé des Marocains s'améliore par rapport à ce qui était avant. C'est pourquoi j'ai parlé de gouvernance en premier lieu. C'est que, je l'ai répété 2-3 fois, nous ne sommes pas un pays diminué, nous sommes un pays qui a des moyens. Nous avons des moyens qu'on utilise mal. Et donc, qu'on utilise mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec les moyens qu'on avait depuis 30-40 ans, on pouvait avoir une situation sur le plan d'indicateurs de santé beaucoup mieux que ça. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il y a cette vision royale, c'est pour que ces moyens dont on dispose, on va les améliorer, mais également, on va les bien utiliser. Merci, Dr Taïeb Hamdi. Vous savez que nous avons des chroniqueurs autour de la table. Et j'ai une question à vous poser, vous qui êtes chercheur. Vous avez peut-être la réponse à cette question. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le temps passe plus vite selon vous quand on vieillit? Je n'ai pas encore vieilli. Yallah, c'est une très bonne réponse. Safia, Rimel, jingle. Je vous jure, c'est vrai. Yes, on a tous déjà entendu cette phrase, le temps passe à une vitesse folle, surtout dans la bouche des adultes. Et pourtant, quand on était gamin, c'était tout l'inverse, si vous vous en souvenez. Les journées d'école semblaient durer une éternité et les vacances d'été semblaient ne jamais vouloir finir. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le temps quand on vieillit? Je voulais pas te poser à toi Amine, la question. comment ça se passe avec le temps? Mais pourquoi cette impression qu'il accélère? Avec le temps, on va. Tout s'en va. Voilà. J'avais pas la ref. C'est ça d'être trop jeune. Eh bien, la science a quelques pistes. La science a quelques pistes intéressantes à nous proposer. D'abord, une étude de l'université Duke aux États-Unis qui a été publiée en 2019 nous explique que notre cerveau jeune est une vraie machine de guerre. Il traite beaucoup plus d'images qu'un cerveau plus âgé. Avec l'âge, nos réseaux de neurones vieillissent, ils deviennent moins efficaces. Les signaux ils circulent plus lentement. Du coup, notre cerveau il capte et il traite moins d'informations dans un même laps de temps. Et résultat, on a l'impression que ce temps file plus vite, tout simplement parce qu'on perçoit moins de choses. Et on a un autre chercheur, j'ai fait beaucoup de recherches, on a un autre chercheur à l'université de Bath au Royaume-Uni qui avance une idée complémentaire. Notre métabolisme ralentit avec l'âge. En fait, notre respiration, notre rythme cardiaque, tout fonctionne un peu au ralenti. Et ce ralentissement général pourrait aussi jouer sur notre perception du temps. Il explique aussi que c'est une question de familiarité. Quand on est enfant, tout est nouveau, tout nous étonne. Chaque expérience, c'est une découverte. Ouais, on se lasse en fait. Voilà. On se lasse. Et notre cerveau, il traite une tonne d'informations. Et plus on enregistre de choses, plus le temps semble long. À l'inverse, une vie d'adulte pleine d'habitudes et de routines donne cette impression de jours qui se ressemblent et qui passent à toute vitesse. Donc oui, le temps se passe beaucoup plus vite, mais bonne nouvelle, on peut ralentir un peu la machine. Et comment? En sortant de la routine, en découvrant peut-être, en s'émerveillant, comme quand on avait 7 ans finalement. Parce que finalement, c'est pas le temps qui accélère, c'est nous qui oublions de freiner. Ah, c'est joliment dit. Et Mais ouais. ça concerne pas notre invité, tu vois, parce qu'il ne vieillit pas, notre invité. Dr Taïeb Hamdi, est-ce que vous êtes, vous baladez très souvent sur les réseaux sociaux ou est-ce que vous êtes un anti-réseau? Non, sur les réseaux sociaux, non, mais sur l'Internet, beaucoup. Sur les réseaux sociaux, un peu, mais sur l'Internet, d'ailleurs, pour la mise à jour de mes connaissances, autres, les recherches et autres, Oui. c'est surtout. Il y en a une autour Internet. de la table qui n'utilise pas les réseaux de la même manière que vous. Elle s'est littéralement perdue pour trouver sa chronique. Safia, jingle. Quand elle part en live, difficile de la contrôler. Dérapage contrôlé avec Safia. J'ai une confession à vous faire, j'ai été victime d'une fake news, une grosse, une bien croustillante, le genre d'info qu'on se dit autour d'un café ou pour combler les blancs d'une conversation au lieu de dire l'autre. J'ai lu qu'un mec en Inde avait coupé l'électricité de tout un village parce que sa dulcinée ne répondait pas à ses appels. L'histoire est tellement drôle, surtout accompagnée de la vidéo qu'on est pris dedans. Et pendant que je cherchais plus de détails sur cet amoureux transi et que dans ma tête je me fais tout le scénario avant qu'il ne grimpe sur le poteau, parce que pour en arriver là, le mec il a dû se faire une tendinite du pouce à force de refresh la conversation WhatsApp, il a dû exploser son chargeur à force de l'harceler de messages et d'appels. Il s'est cru dans un film hollywoodien où tout est bien kitsch à mort, où les ruptures ça se passe avec quelques larmes sous la pluie, une main qui caresse la joue et finir sur un plan où il s'éloigne. Il ne s'attendait pas à être ghosté, la rupture sournoise, silencieuse, non affirmée.
Bref, je dérape, mais je me contrôle et surtout tout ça pour une fake news. Donc pendant que je découvrais la vérité que notre faux Roméo Vandal s'appelle Anwar Hussein, est électricien et qu'il remplaçait simplement 2 vieux fils par de nouveaux, une proposition d'article attire mon attention. Le titre: un électricien coupe l'alimentation de tout un village indien pour rencontrer sa petite amie grâce à l'obscurité. C'est mignon. C'est mignon, hein. Donc je débriefe cette Belle histoire. déclaration d'amour. Oui. Ça. Je débriefe cette histoire à l'eau de rose et digne des films indiens. Chaque soir, le village de Kaneshpur, désolé pour La prononciation, pas grave. Kaneshpur, donc bref, le village de Kaneshpur basculait dans le noir pendant quelques heures. Plus de lumière, plus de ventilateur, plus de télévision, plus rien. Les villageois ont enquêté avec une arme fatale qui dépasse toutes les polices du monde, le Tbergig organisé. Et découvre que le coupable n'est autre que l'électricien du coin qui les plongeait dans le noir chaque soir pour rejoindre en catimini sa chérie derrière une école. Dès que le soleil s'est couché, les villageois attendaient le moment où l'électricité sera coupée pour se mettre en embuscade et prendre en flagrant délit le couple d'amoureux. Donc Einstein, oui, se faire attraper. Bon, il faut pas être très malin pour faire ça tous les soirs et ne pas se faire prendre. Bref, il se fait battre, raser la tête et promener dans le village comme punition. Et vraiment là, ce que je vais vous dire, il faut le visualiser version bollywoodienne. On a tous l'image, les scènes de cascades lunaires, les danses et les amoureux séparés. Donc j'imagine le gars, là l'Indien, avec un visage tuméfié, des vêtements déchirés, sales, la lumière des torches qui l'aveugle, et là les villageois qui l'encerclent et lui disent en criant « Tu ne recommenceras plus !» Il prend son souffle et tel le cri « Adrienne !» de Rocky, leur répond « Je recommencerai à chaque fois que j'aurai envie de la voir !» Solution simple et efficace, pour garder leur jus sans prise de tête, il les marie. Ils vécurent heureux et dans la lumière cette fois. Le mec, il a quand même inventé le concept Netflix et Blackout. Donc alors oui, cette chronique a commencé dans le flou, entre fake news et vraie panne, mais ce qui est triste, c'est que ce n'est pas cette histoire d'amour qui tourne sur les réseaux, parce que on veut tous dans nos vies quelqu'un qui serait prêt à plonger un village entier dans le noir, juste pour passer quelques heures avec nous. Merci, C'est Safia. beau. Histoire d'amour. Mais du coup, c'est vrai ou c'est faux cette histoire? Non, attends. Pour l'histoire d'amour, elle est vraie. L'histoire d'amour, elle est vraie. Elle est vraie. Mais toute il a la pas fait mécanique, etc., non, elle n'existe pas. Comment la mécanique, comment ça s'est De passé? de couper le courant. Ah ben si, il a coupé le courant. Ah, ok. Et il s'est fait tabasser. Et après, il a dit que non, il voulait rester, qu'il le refera tous les soirs tant qu'il pourra voir enfin sa dulcinée. Eh bien, c'est romantique. Merci à vous. Merci, Dr Taïb Hamdi, d'avoir répondu à toutes nos questions. On espère que les choses s'arrangeront au cours des prochaines semaines et au cours des prochains mois. On y croit en tout cas. Merci à vous autour de la table. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Vivre avec vous.